Alors, je me tourne vers notre orateur. Merci déjà d'avoir répondu présent. Nous avons eu une supervision historique ce matin, parlant de liberté, d'égalité également. Votre intervention, parce que vous êtes journaliste, que vous êtes écrivain et qu'on vous a sollicité sur le thème suivant, au-delà de nos frontières. C'est à vous la parole, cher monsieur. Nous vous écoutons avec attention et nous vous souhaitons la bienvenue. Merci, merci. Je suis content d'être là avec vous et à l'invitation de Ludovine de la Rochère. Et je crois que la chose la plus importante aujourd'hui, une des choses les plus importantes, avant l'action et en deçà de l'action, c'est justement cette liberté d'expression qui, en ce moment, est très combattue, comme vous le savez, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Cette liberté d'expression, cette espèce de démocratie qui, pour le moment, existe, mais qui est en train, quelque part, de s'effilocher un tout petit peu. Et quand je dis un tout petit peu, je fais une litote. Mais d'abord, je voudrais vous dire que, franchement, aujourd'hui, vous êtes là et qu'est-ce qu'il y a comme manif pour tous aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qu'il y en a? Et qu'est-ce qu'il y a autour d'ici, en dehors de Port-Marly, je les cite. Aujourd'hui, les Gilets jaunes. Qui n'ont pas dit leur dernier mot, loin de là. Parce qu'il ne faut jamais oublier quand même que les Gilets jaunes, au départ, c'était la réaction de la France des oubliés, de la France des ignorés, de la France des marginaux, et des marginaux dans leur propre pays. Ensuite, il y a la manifestation pour le climat. Il y a beaucoup de choses à dire sur le climat. C'est vrai qu'il y a en même temps une formidable préoccupation sur la Terre, et ça concerne absolument tout le monde. Mais il y a aussi, il faut en parler, et on en reparlera si vous voulez, la formidable récupération des gens qui disent que dans 5 ans, il y aura 3 milliards de morts, des gens qui disent qu'il ne faut plus faire des enfants pour sauver la planète, et de tous ces ayatollahs verts qui font de la pollution beaucoup plus qu'autre chose. Enfin, il y a la journée du patrimoine. Et la journée du patrimoine, ça nous dit des choses, hein. Le patrimoine, on a eu tendance, certains, à oublier. Oui, le passé, vous savez, du passé, faisons table rase, etc. Mais le patrimoine, qu'est-ce que c'est, comme disait un grand leader noir américain, qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Comment voulez-vous qu'un arbre produise des feuilles sans racines? Le patrimoine, c'est le passé qui vit dans le présent et qui ensemence l'avenir. Donc le patrimoine, c'est très important, ils sont là. Enfin, la manif sur la retraite. Alors là, la retraite, magnifique, hein, vous avez vu. L'âge pivot, 64 ans, puis c'était les points, puis c'était les cotisations. Tout ça, c'est amusant, c'est tout ce côté formidable de ces gens qui disent on va décider, on va décider, on va décider. C'est comme les troupes italiennes, avanti, avanti, et on ne bouge pas. Avanti, dit le commandant, on ne bouge pas. Avanti, et tout le monde dit che bella voce. Voilà. Ça se passe comme ça, c'est d'aller, rien ne bouge, rien n'est là, mais on va faire un grand débat avec les Français. On adore faire un grand débat avec les Français. On fera 10 grands débats avec les Français, 20 grands débats avec les Français. Sortira ce qui sortira, mais on verra bien. En attendant, on aura passé les élections municipales. Donc, vous voyez, on attendra, puis peut-être les élections présidentielles, on verra, à Pâques ou à la Trinité. Donc, cette rentrée est très intéressante, mais réjouissez-vous. Il y a une extraordinaire, quand même, nouvelle. Je ne sais pas si vous l'avez observé hier. M. Darmanin nous annonçait que la redevance télé allait baisser d'1 euro. Fabuleux, fabuleux. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette hausse du pouvoir d'achat? 1 euro, c'est... Non mais, et pour les programmes d'ailleurs, bon, qu'on nous donne. Bon, on va revenir à des choses un peu plus sérieuses, mais c'était important de montrer le climat, parce qu'il y a un climat de communication et de showbiz qui, quelque part, enfume, masque, noircit, obscurcit les réalités. Alors, les réalités, elles sont importantes. Et elles sont importantes, et je veux dire quelque chose à vous, de la Manif pour tous, c'est que vous avez parlé bioéthique, on va parler bioéthique, mais une chose que je voudrais vous dire, de mon
point de vue personnel, c'est que séparer la bioéthique de la politique serait une grosse erreur. Tout est lié. On peut combattre, mais ne combattons pas, ne combattez jamais uniquement sur un plan. Les plans sont totalement liés. Alors si on commence juste, je voudrais parler bioéthique, puisqu'on est là, juste un mot, je ne vais pas faire un... Il y aura d'autres personnes plus qualifiées que moi qui le feront, mais quand je vois qu'un député de La République En Marche dit « Il n'est nullement écrit que l'enfant doit connaître son père », à l'ignorance totale des textes de loi et d'un texte de la Cour de cassation, je me dis que ces députés devraient quand même un tout petit peu réviser leurs leçons, ils sont là pour ça. Quand j'entends, et vous avez vu cette chose magnifique, les 1000 jours pour accompagner l'enfant et les parents. Notre président bien-aimé va créer une autre commission, la 400 millième commission, parce qu'en France, qu'on n'arrive pas à résoudre des problèmes, c'est Clémenceau qui le disait, on fait des commissions. Donc, les 1000 jours pour accompagner l'enfant et les parents. Eh oui, les parents, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont un peu perdus, donc on va faire une commission. Et cette commission va être présidée par Boris Cyrulnik, qui est un ethnopsychiatre, qui est un psychiatre, qui est tout à fait honorable, et il vient de dire à France Inter, ce qui compte, c'est qu'il y en ait deux. Deux quoi? Écoutez. Eh bien, si deux femmes s'occupent d'un bébé, l'une des deux aura la fonction paternelle. Oui, après tout, pourquoi pas, je veux dire. Si ma tante en avait, elle s'appellerait mon oncle. Ce qui compte, c'est d'ouvrir le champ sensoriel. Ce qui compte, écoutez-moi bien, c'est intéressant, toujours Boris Cyrulnik qui parle, c'est d'ouvrir le champ sensoriel de l'enfant. Alors, où va-t-on aller Après moi, on va beaucoup parler des transhumanistes, des conservateurs, des bio-progressistes, etc. Mais quand même, le fond du problème, et vous le savez, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est quand même, au fond, c'est le droit de l'enfant ou le droit à l'enfant. C'est, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour étendre notre plaisir, le champ de nos plaisirs et de nos désirs, ou on fait quelque chose qui peut correspondre à quelque chose d'équilibré et de fort. Je ne vais pas trancher, c'est idiot, je ne prends pas position là-dessus, mais quand même, la seule chose que je voudrais dire, c'est que je suis allé en Inde et j'ai vu les usines à femmes porteuses, à mères porteuses de GPA, en tout cas en Inde. C'est un scandale, c'est une abomination parce que c'est l'exploitation vraiment du ventre de la femme. Et quand j'entendais un Pierre Berger il y a quelques années disant « Mais attendez, les ouvriers donnent bien leurs bras dans les usines, et bien les femmes peuvent donner leur ventre pour fabriquer. » Bravo. Et on sait très bien combien ça coûte, hein, 50 000 euros, 100 000 euros, etc. Encore une fois, magnifique progressisme des gens qui ne font des choses que pour les riches. Bon, et on est dans ce paradoxe extraordinaire. En 68, un an après la pilule, qu'est-ce qu'on disait? Comment faire l'amour sans faire un enfant? Comment faire l'amour? Comment séparer, effectivement, l'accouplement de la procréation? En 2019, c'est comment faire un enfant sans faire l'amour. Voilà, on est là. Intéressante évolution et progrès de la civilisation. Et je rappelle, puisque je l'ai vu, et croyez-moi, ce n'est pas du tout une attaque ad hominem, mais c'est très amusant de voir, par exemple, les politiques comme un Xavier Bertrand, qui était à la Manif pour tous en 2013, et qui aujourd'hui, à France 2, était pour pro-GPA. C'est intéressant parce qu'on voit tout de suite, alors vous allez me dire, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis, sauf qu'il faut savoir si c'est pour des raisons électoralistes ou pour autres. Vous savez, Churchill disait... Un politicien pense à sa prochaine réélection, un homme d'État pense aux générations. Et c'est vraiment la grande, grande différence. Voilà, il y a ça, mais il y a justement tout le reste. Tout le reste qui est là, parce qu'on n'est pas des citoyens, on n'est pas charcutés, on n'est pas dans des segments, on est le tout qui est supérieur à la somme des parties. On est citoyen, on est imposable, on est dans des activités familiales, sociales et tout nous intéresse. Si vous ne vous occupez de ça, eux s'occuperont de vous. Et on a vu, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ce que j'appellerais le grand déménagement aujourd'hui. Quand on voit que dans un village comme Avion, et il y a beaucoup de villages comme Avion, Avion c'est un petit village de l'Orne, eh bien des occupants d'un immeuble entier qui occupaient des appartements depuis des décennies ont été obligés d'être délogés et relogés très difficilement à cause du trafic de drogue,
à cause des incivilités, à cause de tout cela. Je parle de la violence, mais je parle aussi évidemment de ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. C'est intéressant qu'on découvre maintenant que le ministre de l'Intérieur dit il n'y aura pas 1 mètre carré de la République qui ne sera pas reconquis. Eh bien, écoutez, ça fait 20 ans qu'on en parle. Il serait temps, effectivement, de bouger, sachant que le trafic de drogue, sachez-le, rapporte 3 milliards d'euros par an. 3 milliards d'euros par an, c'est ça le chiffre d'affaires. Et puis tout le reste, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là? Qu'est-ce que c'est que ce grand déménagement? Qui l'a fait? Qui l'a fait? Et là, je voudrais dire quelque chose de très important par la gauche et la droite. On est encore en train de raisonner en termes de gauche et de droite. Pour moi, je vous le dis, ça ne veut plus rien dire. Mettre quelqu'un à droite et à gauche, pourquoi? Vous allez me dire, mais si, la gauche et la droite, ça existe, etc. Alors moi, je voudrais vous dire quelque chose, simplement. Qui, aujourd'hui, qui a fait le regroupement familial en 73-74? Ne répondez pas tous à la fois. Très bien. Qui a fait, effectivement, qui a ouvert toutes les négociations sur les travailleurs immigrés avec, effectivement, au moment du quadruplement du prix du pétrole, avec les Émirats, avec les organisations des pays exportateurs de pétrole. On disait, et c'est dans Internet, vous pouvez le consulter, où on disait, oui, vous allez pouvoir avoir des immigrants à condition qu'ils gardent leur spécificité culturelle et cultuelle. C'était dit à l'époque en 73-74. Évidemment, c'est passé parce que la poussière sous le tapis, c'est passé complètement à côté. Et voilà. Et aujourd'hui, voilà pourquoi votre fille est muette et d'autres crient. Alors, il faut savoir. Et puis, il y a eu cette espèce d'extraordinaire, comment dire, crise, qui est vraiment la chose la plus importante de l'identité. Parce qu'il y a l'économie et l'identité. Les deux sont extrêmement liés. On ne peut pas dire « Ah oui, tout ça, ce sont des crises économiques » et on ne peut pas dire « Ce n'est qu'une crise identitaire ». Ce sont les deux et c'est très important. Quand vous voyez que le Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, j'allais dire Justin Bridoux parce qu'il est plutôt ça, s'excuse parce qu'il avait fait une blackface, il s'était grimé en noir il y a 20 ans dans une petite partie. C'est quoi ça? C'est quoi? Et alors, je ne parlerai pas des camps des coloniaux, des racisés, de ceci, je ne parlerai pas. C'est-à-dire que tout se passe comme si il y a toute une population, et ce n'est pas seulement en France, mais en Europe, mais aux États-Unis, mais ailleurs, qui doit être mis au pilori parce qu'elle a colonisé, parce qu'elle a massacré, parce qu'elle a et ceci et ceci. Et un certain nombre et d'intellectuels et de politiques vont au secours de ça, en disant oui, l'Algérie, crime contre l'humanité, oui, c'était terrible ce qu'on a fait, oui, la loi Taubira sur la traite transatlantique, oui, mais il n'y a pas eu que la traite transatlantique. Il y a eu la traite arabo-musulmane, il y a eu la traite noire, il y a qu'à aller en Gorée et il vous en parle. Il y a eu des millions de morts. Pourquoi on parle d'une traite et pourquoi on ne parle pas des deux autres? Pourquoi cette indignation à géométrie variable? Pourquoi? C'est tout. Moi, je dis que chacun prenne sa part de ce qui s'est passé, mais qu'il l'assume. Et après, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Moi, avant-hier, je recevais à Sud Radio la veuve d'un agriculteur. Vous savez qu'il y a un suicide tous les 2 jours, hein. Et je lui ai demandé combien de vacances vous avez eu. Elle m'a dit en 10 ans, j'ai eu un week-end à Paris. En 10 ans, un week-end à Paris, petite exploitation de porc, etc. Bien. Et après, on me parlait des migrants. Je n'ai rien contre les migrants, c'est très bien. On veut savoir qui on accueille et comment on l'accueille. Mais quand je vois que des gens crèvent à 800 € par mois et qu'il y a des gens qui ont des milliards, il faut savoir ce qu'on fait, quoi. L'AME, la CAF, la PMU, tout ça est lié. Ne croyez pas que ça, parce qu'on est nous protégés quelque part, on ne voit pas, c'est lié. Le problème, c'est de savoir quelles sont les priorités. Et puis pourquoi, effectivement, on accepte, et effectivement, il y a des aides sociales formidables, que ce soit l'AME, etc., pour des tas de gens, et pourquoi, pour d'autres personnes qui sont les populations qui nous occupent, qui sont les petits artisans, les petits commerçants, surtout les agriculteurs, mais beaucoup d'autres. Pourquoi? Ben rien. Pour eux, écoutez, ils sont qu'à ou crever, on ne peut pas les laisser crever, mais enfin, ils ne sont pas très, très, très importants, etc. On fait. Et je vais vous dire, il y a quelque chose, moi, qui me... Comment vous dire? Qui représente la politique telle que ne doit jamais être faite. Je vais vous citer la porte-parole du gouvernement qui s'appelle Sibeth Ndiaye. Sibeth Ndiaye est chez Jean-Jacques Bourdin. Elle a eu cette phrase extraordinaire qui est très juste de son point de vue, mais qui doit nous en dire long de notre point de vue. Elle a dit « Il faut aujourd'hui redéfinir la notion de vérité.
orienter la réalité, pour faire accepter notre projet politique aux Français, ne relève pas du message, mais de la désinformation positive. Vous entendez ? De la désinformation positive, comme on parle de discrimination positive. Voilà, elle a dit très innocemment ce que c'est pour certains la politique. Et croire que ceci n'est pas important, c'est une très grosse erreur. Très, très, très grosse erreur. Et on ne peut pas faire l'économie de cela. Ce que je veux dire par là, et j'aimerais en discuter avec vous, parce que moi, j'aime bien les discours liminaires, mais ce que j'aime bien, c'est discuter, si cela est possible, c'est que, au fond, on vit une époque, et qui n'est pas du tout, je veux dire, pessimiste et autre, qui est une époque difficile, qui est une époque où, au fond, tout a été fait comme si, et c'est un ressenti, c'est comme si, et on l'a vu même dans les sondages, les Français ne savent plus où ils habitent. En tout cas, un certain nombre de Français ne savent plus où ils habitent. Ils ne savent plus qui ils sont. Qu'est-ce que ça veut dire la France? Qu'est-ce que ça veut dire la notion de patrie? Qu'est-ce que ça veut dire la notion de souveraineté? Qu'est-ce que ça veut dire la notion d'identité? Et ceci est lié effectivement à la paupérisation de toute une partie de la population qui est, pour considérer, est passée par perte de ses profits. C'est Christophe Guilluy, les métropoles mondialisées d'un côté, et puis la France périphérique de l'autre. Et celle-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, au fond, un plan social massif. On a dit, écoutez, on ne va pas vous laisser crever de faim, ça va, on va se débrouiller, on n'est quand même pas le Zimbabwe, mais ne nous embêtez pas, on ne va pas vous laisser crever de faim, enfin, vous ne servez plus à grand-chose, soyons clairs, vous, ce que vous faites, ça ne sert plus à rien, etc. Et face à ça, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a ce qu'on appelle le réarmement. Le réarmement dans tous les sens du terme. Le réarmement intellectuel, le réarmement moral, ne pas accepter que le mâle blanc, simplement de plus ou de moins de 50 ans, soit le seul bouc émissaire de la planète. Et il faut arrêter ça. Et il faut vraiment arrêter ça parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que les gens ont peur d'eux-mêmes, ont peur de ce qui se passe, ont peur de dire, et beaucoup disent « Oui, messieurs, j'ai dit ça, je vais passer pourquoi ?» Enfin, passer pourquoi? Faire le jeu de, etc. Et ce qui s'appelle, si vous voulez, pour revenir à l'histoire de PMA et GPA, c'est quand même intéressant, il faut le poser, que Jean-Marie Le Pen, ce qui n'est pas spécialement un gauchiste invétéré, se soit déclaré pour la PMA pour tous. Pourquoi? Parce que lui, il est inquiet par rapport au peuplement, etc. Je rappelle qu'il faut le savoir, et je ne dis pas que c'est pour ou contre, il faut savoir ce qu'avait dit Ouari Boumedienne, le chef d'État algérien, en 1974. Il avait dit un jour, en 1974, il y a exactement donc 45 ans, un jour des millions d'hommes quitteront l'hémisphère sud pour aller dans l'hémisphère nord et n'iront pas là-bas en tant qu'amis, parce qu'ils iront là-bas pour les conquérir. Et s'ils le conquièrent avec leur fils, le ventre de nos femmes nous donnera la victoire. Pourquoi pas? Le problème, c'est qu'à côté de ça, c'est intéressant de savoir quelqu'un qu'on considère comme un facho, qui s'appelle Monsieur Viktor Orban, le président hongrois, a décidé d'octroyer à toute famille qui aurait 3 enfants et plus d'impôts à vie, plus d'impôts à payer à vie, plus une voiture. C'est une loi qui est passée il y a quelques mois en Hongrie. C'est un choix. C'est un choix dans la vie. Il faut savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on décide, savoir ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je vous dis, et je vous répète, que la chose la plus importante, c'est de ne pas, comment vous dire, segmenter les combats. Les combats ne peuvent plus aujourd'hui, s'ils n'ont jamais pu d'ailleurs, être segmentés. Alors simplement quelque chose, je rappellerai que si on ne fait pas attention, vous savez, ça se passe par petites choses. Vous savez qu'il s'est passé en Australie et à Milan une chose. Je vais vous donner 3 exemples. La Carmen de Bizet, vous savez, l'opéra connu Carmen de Bizet. Eh bien, à Milan, un metteur en scène a décidé de changer la fin et c'est Carmen qui tue Don José parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait un féminicide. Donc, c'est Carmen qui tue Don José. Voilà. Je ne vous parlerai pas de l'écriture inclusive. Je ne vous parlerai pas de la féminisation des prénoms, c'est intéressant. On dit on féminise tout, je veux bien. Simplement, à ce moment-là, la femme d'un cafetier, c'est une cafetière. À ce moment-là, la femme d'un gourmet, c'est une gourmette. Non, je veux dire, il faut savoir de quoi on parle, encore une fois, et ne pas partir vers des délires complets vraiment de dénomination, etc. Le problème est évidemment de se battre pour l'égalité homme-femme. Et justement, qui a fait tout cela? Enfin, il
faut pas oublier, qu'est-ce que c'est que cette Europe? On nous a vendu l'Europe de l'euro. Mais on ne nous a pas vendu l'Europe, c'est que personne ne parle des fondements de l'Europe. L'Europe de Rome, d'Athènes, de Jérusalem, l'Europe de l'Habeas Corpus, l'Europe de la Carta Magna de 1312, l'Europe où les noms des rues ont des noms de poètes et de scientifiques, l'Europe où on peut traverser sans désert d'Atacama ou sans océan Atlantique, l'Europe où les cafés et les estaminets ont fait la Renaissance et les Lumières, et tout le reste avant, l'Europe des rois, l'Europe de Clovis, etc. L'Europe qui a fait tout ce qui a fait les avancées, effectivement, entre les hommes et les femmes, etc. Donc, si vous voulez, si on n'est pas là, au fond, le fond du problème est là. Quelles valeurs on veut défendre? Qu'est-ce qu'on veut défendre? Sur quoi on est prêt à se battre? Et sur quoi on est prêt à renoncer? Et je dirais une chose, parodiant un très illustre prédécesseur, dont je ne me comparerai jamais, la France perd des batailles, mais on peut l'espérer, elle n'a pas perdu la guerre. Merci André Berkoff pour votre intervention, pour l'éclairage que vous nous avez apporté et l'invitation que vous nous avez faite à ne pas segmenter les combats,